Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer. Et aujourd'hui, encore un sujet hors série qui m'est venu comme ça en tête de le faire. Parce que j'ai regardé un peu plusieurs interviews, plusieurs trucs, plusieurs articles un peu sur lui. Il m'est venu sur la tête comme ça, j'ai dit, est-ce que je vais même pas faire un sujet sur lui? Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sujets un peu sur des personnages français. Je vais essayer un peu de faire moins de sujets un peu sur des personnages français. Je vais essayer de faire un peu plus d'autres à l'avenir sur d'autres personnages un peu internationaux et certains personnages même africains aussi, parce que j'en reste pas moins quand même un enfant de ce continent. Mais aujourd'hui, je sais pas, ça m'a piqué. Je me suis dit, oh, mais je vais faire un peu un truc sur lui parce que ça me permettrait un peu de mettre en évidence un peu un truc un peu qui me chagrine un peu dans le pays dans le pays qu'on appelle la France. Et pourquoi j'aime beaucoup parler de la France? Parce que je trouve un peu que dans notre mentalité, nous avons beaucoup dans notre mentalité piqué des travers un peu que ce pays a là sur certains aspects de notre société et surtout aussi dans les aspects plus précisément dans notre foot. Le gars que vous voyez là, pour les jeunes générations, je pense que vous le voyez souvent comme consultant, comme truc, comme consultant un peu télé et tout. Mais ce mec que vous voyez là, dans les années 90, on l'appelait le Magnifique. El Magnifico, comme on l'appelait souvent. David Ginola. David Ginola est, pour moi, si je fais un top 30, top 40 et des plus grands joueurs français de tous les temps, je le mets vraiment dans cette catégorie-là. Je pense top 30, 40, top 30, top 40. Je peux pas le mettre dans le top 10, même s'il aurait pu être dans le top 10 des plus grands joueurs français de tous les temps, s'il avait une carrière internationale beaucoup plus probante. Mais ça quand même une équipe nationale fait que je peux pas le mettre à cette dimension-là. Je peux pas le mettre à cette dimension-là, même si c'était vraiment un fabuleux joueur. Le truc avec David Ginola, c'est que David Ginola, c'était un beau joueur. C'est un mec un peu qui me fait parfois me dire que en France, on a beaucoup de problèmes avec certaines légendes françaises. On ne respecte pas ces sports, on ne respecte pas ces légendes sportives. On n'a pas beaucoup de respect pour les légendes sportives de ce pays. Et David Ginola, pour moi, il en fait partie. David Ginola, dans les années 90, mon Dieu, la technique, la vista, c'était vraiment un joueur parfois, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il était gaucher ou droitier. C'est de dire. C'est-à-dire, pour moi, j'ai dit, David Ginola, c'était un gaucher. Ah non, attends, il est droitier ou gaucher? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à savoir s'il était gaucher ou droitier. Je pense même que il y avait le jeu là de l'époque là, je crois que c'était Pro Evolution Soccer là, parmi les joueurs de légende là. Il y avait les trucs là, il y avait une équipe que tu débloquais, souvent les équipes de légende là, où tu voyais les meilleurs joueurs de légende française là dans PES. Et les mecs, lui, je me rappelle que dans le jeu vidéo, il l'avait mis gaucher. Alors qu'à la base, je pense qu'il n'est même pas gaucher. C'est-à-dire que le mec, il savait tellement jouer des deux pieds que je ne sais pas s'il était gaucher ou droitier jusqu'à aujourd'hui. Souvent, je regarde des bus, je dis, attends, il était droitier ou gaucher? C'est une technique absurde, une intelligence de jeu incroyable, mais surtout aussi, malheureusement, comment dire le mot, il avait une technique, il avait un truc, mais il était parfois très individualiste. C'est-à-dire que ça, on doit quand même un peu lui reprocher ça. David Ginola, c'était un individualiste dans son style de jeu. C'était quand même un individualiste. C'était pas, je dis pas qu'il ne pensait pas à l'équipe, mais il pensait à son résultat et à l'équipe après. Je pense que, sans vouloir faire toute proportion gardée, Cristiano Ronaldo un peu est la version jusqu'au boutiste un peu de ce genre de personnes-là. C'est-à-dire des mecs dont la légende va s'écrire individuellement au lieu que s'écrive autour
collectif. Ça, c'est un peu Ginola. Comme je vous l'ai souvent dit dans mes sujets, je ne veux pas faire un truc Wikipédia pour aller vers ses parcours, décrire son parcours où il est passé de Martigues à, je crois qu'il était passé, il a été formé à Martigues ou Toulon, je pense, ouais, à Toulon. Il est passé de Toulon, Racing Club de Paris, Brest, faire tout ce truc Wikipédia, mais comme je le dis, c'est juste un peu une réflexion que je veux faire sur le gars. On va parler des années phares. Je pense que le PSG des années 90, là, qui était parmi je dirais même une des meilleures équipes d'Europe. Hein. Dans les années 90, on va dire un peu de 92 jusqu'à 95 minimum, le PSG fait partie des plus grands clubs d'Europe. Un peu, on va dire un peu l'équivalent un peu d'un club un peu comme un peu l'a été Parme à une époque un peu. Je sais pas comment expliquer. Vous savez, Parme un peu dans les années 90, c'était un peu ça. Le PSG était un peu comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le PSG, faut vous souvenir à l'époque, le PSG de 92 à 96, le PSG est minimum en demi-finale de chaque compétition européenne qu'ils font. Le PSG de cette époque-là est au minimum en demi-finale de chaque compétition européenne qu'ils ont fait, que ce soit demi-finale de Coupe de l'UEFA, Coupe des Coupes, Ligue des Champions. Ils ont jusqu'à la consécration en 96 où ils gagnent la Coupe des Coupes. Mais là, Ginola n'était plus là. Il était déjà reparti il était parti déjà à Newcastle. Mais chaque compétition où le PSG était là à cette époque, le PSG partait au minimum en demi-finale. Et de 92 à 96 jusqu'à 97 même, je pousserais même en 97 parce qu'en 97 ils perdent en finale de Coupe des Coupes contre le Barça de Ronaldo, de Guardiola et de Brian Robson. Là. Ils étaient minimum demi-finale de chacune des Coupes d'Europe où ils faisaient. Même s'ils partaient pas forcément tout le temps en Ligue des Champions, ils partaient à les Coupes de Coupe de l'UEFA et autres et tout. Ce qui a donné vraiment des épopées de légendes, comme un peu le match contre le Real, le match contre le Barça de Cruyff. Je crois que c'est même le match là qui est pour moi même le match le plus légendaire de Ginola sur le sol français. C'est pour ça que je trouve un peu que c'est dommage qu'on le réduise un peu juste à quelque chose, parce que même quand tu vois la carrière de Ginola en France, tu dis, mais attends, le mec, il a eu les trucs au PSG. Comment ils oublient ça? J'ai l'impression qu'ils ont réduit juste à l'événement de la Bulgarie, l'événement du but de Kostadinov contre la Bulgarie et ce centre malencontreux avec justement Gérard Rouillet, qui lui a un peu imputé un peu, justement, c'était malheureusement à tort un peu, je trouve un peu que c'était gros de dire que le gars qui a fait que l'équipe de France ne se qualifie pas, c'est Ginola, alors que les mecs, ils avaient besoin de 1 point pour gagner, pour se qualifier avant l'avant-dernier jour, ils avaient besoin de 1 point et ça s'est viandé complètement. Je me rappelle aussi de ce joueur-là, le match contre l'Israël. Je pense que Ginola est très bon dans le match contre l'Israël qui perd de la 3-2. L'avant-dernier match avant le match contre la Bulgarie, il est excessivement bon ce match-là. Quand je l'ai regardé un peu la dernière fois, il avait même marqué, je crois. Il avait marqué 1 but ou 2 buts, je sais plus. Et je trouve un peu que je peux comprendre un peu que Ginola avait un peu la haine contre ce mec-là par rapport à le truc qu'il a créé sur Ginola, parce que ça a permis à ce que les gens ne regardent pas ce que Gérard Rouillet a fait en équipe de France et on a trouvé le coupable idéal et pendant longtemps il s'est fait siffler dans les stades français après ça. Et maintenant, ce qui est choquant quand on parle de Ginola en France, on lui parle que de 93. On a oublié les trucs du PSG, on a oublié les matchs contre
Le Barça, le Real en Coupe d'Europe, ces épopées de Coupe d'Europe, le championnat de France qui gagne avec le championnat de France qui gagne avec comment il s'appelle là? Avec le PSG, on a oublié la fabuleuse entente qu'il avait sur le terrain avec Georges Weah, même si on m'a expliqué, j'ai découvert que les gars ne pouvaient pas se saquer, alors que sur le terrain, ils s'entendaient à merveille. Ben, on a complètement saccagé en France, ce mec était un paria. Mais je crois aussi que si Ginola a été un paria à un moment donné en France, s'il a été un paria, je pense aussi que c'est par rapport au profil qu'il a été. C'est-à-dire que pour moi, Ginola est le premier de sa race en France. Je vais un peu m'expliquer par rapport à dessus. Quand tu regardes un peu le profil de Ginola, Ginola, je pense, c'est la première, si je me trompe pas, c'est la première superstar française. Je vais un peu m'expliquer parce que vous allez me dire, ah, mais il y a eu Platini, il y a eu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, 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 non. C'est le premier Golden Boy français. C'est-à-dire que Ginola, c'est un peu, à un moment donné, un peu ce que Beckham a été en Angleterre, en France. C'est-à-dire que le mec, c'était le seul joueur de cette époque-là à être populaire dans des talk shows qui n'étaient pas forcément des talk shows concentrés sur le football. C'est quelqu'un qui a eu sa renommée hors football. C'est la première superstar du football français. Parce que vous connaissez, la France, c'est un pays de rageux. Le mec était belle gueule. Et il avait aussi il faisait des pubs, L'Oréal, je sais pas si c'était L'Oréal, mais des pubs un peu de shampoing, de trucs. C'est quelqu'un qu'on voyait un peu hors football. Il avait des contrats publicitaires qui étaient hors football. Et tout. Même là, quand tu le vois à l'âge avancé qu'il est là, tu sens que ça a été toujours c'est un bel homme. C'est quelqu'un qui est beau. Et vous connaissez comment on est dans ce pays-là. C'est même la même mentalité ici qu'on a appliquée en Afrique. On a l'Afrique francophone surtout, qu'on a piqué un peu de nos chers français. Quand on voit quelqu'un qui est beau, riche, et en plus talentueux dans ce qu'il fait, mais bon, bien entendu que dans ce pays, on va rager. On va rager. Les Français, ce sont des rageux, des jaloux. Je suis désolé, c'est un pays de jaloux. C'est la même chose en Afrique, c'est ce que nous, on a piqué en Afrique. La même jalousie là quand quelqu'un s'élève. Au lieu de... Dans l'Afrique francophone, c'est ça. Alors que dans l'Afrique anglophone, je pense que c'est un peu moins. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est un peu moins. Parfois, l'Afrique francophone, on n'aime pas le gars qui s'élève en société. On n'aime pas le gars qui arrive à réussir à la société. Alors que la réussite, moi, je fais partie des gens qui pensent que quand tu vois même quelqu'un de à côté qui a réussi, ou même un mec qui réussit beaucoup plus que toi, ça doit plutôt te booster de te dire, ah, s'il a réussi, si je me retrousse les manches, je peux aussi réussir. Je peux au moins s'écrire mon histoire aussi comme lui il a écrit son histoire. En France, on n'a pas besoin de dire, ah, s'il a réussi, c'est un salaud, c'est un truc. Je comprends pas un peu. Et là, même, nous, en Afrique, on a pris pareil. Afrique francophone, c'est pareil. Et Ginola, il faisait des pubs, des trucs, oh, enfin, ils ont pas aimé. Oh non, ils ont pas aimé. Dans ce pays-là, un mec, il faisait même je sais pas c'est quel gars, je vais encore regarder en faisant un post-prod. Il faisait des défilés de mannequins. Aucun joueur ne faisait ça. Je pense pas qu'en France, il y a eu ça, hein, avant lui. Des gars comme ça que tu as invité dans des grosses marques de haute couture qui te dit viens faire comment on appelle ça, viens marcher, défiler avec nous, tu vas représenter notre marque. Oh, c'était je pense dans les années 90, c'était nouveau en France, ce genre de truc-là. En Angleterre, ça avait déjà existé avec un mec comme George Best, qui était un peu de ce profil-là. Mais en France, il n'y avait pas eu ça. Et pourtant, c'est pas comme si en France, il n'y avait pas des profils de gars qui auraient pu avoir ça. Par exemple, je pense un peu dans le football français, je pense à un mec comme Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, s'il était sorti dans les années 90 comme Ginola, il aurait eu le même truc que Ginola a eu. Parce que Dominique Rocheteau, c'était un peu le mec le plus populaire, parfois même un peu plus populaire, même hors foot, que Platini. Oui, les gens connaissaient Platini,
On respectait, on admirait la légende. Il avait des gros contrats publicitaires parce que c'était le meilleur joueur de l'époque en France. Mais Rocheteau, si on avait été dans l'époque des années 90, là, du football business qui commençait à bien se développer, ben, Rocheteau aurait eu le même truc que Ginola, parce que quand je regarde l'époque, et quand je regarde encore les documentaires et les trucs de l'époque, le joueur le plus populaire auprès de la gente féminine, c'était Dominique Rocheteau. Les femmes allaient au stade, pas pour regarder Platini, parce qu'elles voyaient Rocheteau, là, les femmes françaises de l'époque. Tu vas voir même un peu les jeunes cinquantenaires, te disaient, ah, moi, j'aimais beaucoup l'équipe de France de cette époque-là, parce qu'il y avait Rocheteau. Il y avait Rocheteau. Et je pense que si, ben bon, Rocheteau, c'était un mec simple, calme, timide, qui n'aimait pas trop aussi l'attention, là. Il n'aimait même pas qu'on le surnomme un peu l'ange vert. Ça le s'agaçait beaucoup, ce genre de truc-là. Il n'avait jamais été dans ce délire-là, mais si on avait dans les années 90 Dominique Rocheteau, il aurait eu le même truc que Ginola. On l'aurait invité dans des podiums, faire des trucs, mais c'était pas encore la mode à l'époque. Là, je pense même à encore un autre, toujours de cette époque-là. Je pense à un mec comme Jean-François Larios. Jean-François Larios, ça c'est un nom que les jeunes générations ne connaissent pas, les jeunes générations de footballeurs les jeunes générations vous ne connaissez pas souvent. Jean-François Larios aussi est un grand joueur de Saint-Étienne, très ami de Platini, dont même quand vous connaissez même l'histoire même un peu c'est mal fini par rapport à le fait que Jean-François Larios avait une relation avec la femme de Michel Platini. Bon, ça c'est un truc que je voulais même faire un sujet un peu sur les dramas de vestiaire qu'il y a eu souvent avec quelqu'un qui trompe la femme d'un autre, je sais pas. Ça, il y a beaucoup ça dans le sport de haut niveau. Dans tout type de sport, il y a eu beaucoup de ça. C'est un truc qui revient beaucoup, ça. Jean-François Larios avait une truc avec la femme de Platini, je pense, ouais, la femme de Michel Platini. Et c'était le beau gosse aussi de l'époque. C'était le grand truc, c'était long cheveux étirés, c'était le beau gosse. J'ai dit, si on avait été dans le football moderne, ces mecs-là, je n'ose même pas imaginer tous les trucs que Ginola a eu dans les années 90, ils auraient eu le même truc. Et Ginola, c'est le premier. C'est le premier en France à avoir eu, c'est ça, ces trucs-là. Et c'était bien avant France 98. France 98, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, que tu as vu maintenant, les Emmanuel Petit, les Zidane, les Anelka, les Henri, à voir les pubs comme ça, Danone, les pubs de Danone, tous ces pubs qu'on a vus là. Tous les trucs là où ils ont commencé à avoir des contrats publicitaires faramineux après le mondial en 98. Mais avant ça, le seul en France qui avait ce genre de privilège, ça a été Ginola. Ça a été Ginola parce que Ginola était vraiment le premier, je dirais pas le premier sex symbole reconnu par les gros médias en France. Alors que peut-être Rocheteau l'avait été et Larios l'avait été, mais c'était seulement le grand public qui venait là et autres. Parce que je dis toujours, ça c'est quelque chose même que je pense que les business, quand tu entres en business, c'est ça. Si tu as un public féminin, dans tout business que tu fais, il faut que ton public féminin soit beaucoup plus grand. Parce que c'est le public féminin qui consomme ton produit. Si tu as, c'est pas pour rien qu'on met toujours des beaux mannequins ou des trucs comme ça. Quand on met un beau mannequin ou quelque chose comme ça permet, par exemple, je prends même un peu l'exemple un peu là. Il y a un groupe de rock ici là, et il y a un artiste rock qui est là. Le chef du groupe de rock là, il met pas seulement il y a un des rockers qui est là, mais dans ce groupe de rock là, le rocker a une belle gueule. Et le fait d'avoir une belle gueule attire le public. Ça, quand tu as une belle gueule, tu attires aussi le public. Tu attires aussi les gens, tu attires la gente féminine. Et quand tu attires euh, la gente féminine, c'est celle qui consomme le plus. Si si tu veux avoir, par exemple, si ma chaîne doit se développer, il faut que je développe un truc sur attirer beaucoup plus la gente féminine que la gente masculine. Parce que quand tu attires la gente féminine, c'est elle qui te permet vraiment comment on appelle ça, d'avoir beaucoup de succès. C'est un peu, je vais prendre un peu un exemple, c'est même un peu la différence entre Kendrick Lamar et Drake. Qu'est-ce qui fait que Drake a toujours plus de succès que Kendrick Lamar? C'est qu'il a beaucoup plus de femmes avec lui. Quand tu as la gente féminine qui vient sur ton produit, elle achète plus. C'est la même chose avec les mannequins. Et Ginola, c'était une belle gueule, c'était un truc.
Il y a eu l'idée maintenant de le commercialiser comme vraiment une marque de fabrique. Mais ça a jalousé en France comme pas possible. Regardez-le, regardez. Mais ils ont jalousé comme pas possible. Et avec le truc encore qui arrivait justement avec la Coupe du Monde, l'incident de France-Bulgarie qui devait être le match qui devait les qualifier en Coupe du Monde 94 et ils n'ont pas réussi justement par rapport à cette situation-là. Ça a mis Ginola dans une situation où rester en France c'était compliqué. Et à l'époque, dans ce que j'ai vu à l'époque, j'étais très surpris par ça. Il avait un grand fan qui était Johan Cruyff. Johan Cruyff était excessivement fan de Ginola. Et il le voulait au Barça. Il le voulait au Barça. Il le voulait au Barça après le truc de PSG parce qu'il disait je veux que tu sois parce que Laudrup était déjà parti et il voulait qu'il soit le remplaçant de Laudrup dans le système qu'il voulait faire. Et Johan Cruyff était un fan absolu de David Ginola. Il était à 2 doigts de signer à Barcelone à l'époque là. Mais ce qui s'est fait, pourquoi ça s'est pas fait? Parce que il avait 2 joueurs. Je pense que je sais pas si c'était encore avant l'arrêt Bosman. Il y avait des joueurs encore communautaires qui y avait, genre Georges Hadji et comment il s'appelle encore là, et Risto Stoïkov. Donc c'était compliqué pour lui d'amener encore un joueur et autres. Tout, il n'avait pas amené encore un autre joueur un peu étranger là-bas à Barcelone. Donc c'est qu'il voulait les vendre. Il voulait vendre un des deux pour que lui puisse venir jouer. Ça s'est pas fait. Et c'est pour ça qu'il s'est rabattu à Newcastle. Mais je pense que si Ginola était allé à Barcelone là-bas, mais ça avec Cruyff derrière, et quand je vois son style de jeu, ça aurait apporté une autre dimension à la carrière qui est une grande carrière. Hein. C'est un grand joueur le gars là. Ça a été un grand joueur de foot. Mais sa carrière aura eu une autre dimension. Je pense même qu'il serait revenu en équipe nationale grâce à ce truc-là. Il serait revenu en équipe nationale. Finalement, ça s'est pas fait. Il a dû signer finalement à se rabattre à Newcastle, là où justement le coach de l'époque, Kevin Keegan, qui est un très très grand joueur des années 80, des joueurs des fin des années 70-80, grand joueur de Liverpool, grand joueur d'Hambourg, double ballon d'or, une légende anglaise, même s'il n'a jamais pu avoir de grands résultats en équipe nationale, mais c'est un grand joueur anglais, il faut le répéter, parce que souvent j'aime bien les légendes qu'on oublie, j'aime bien le rappeler pour dire ça. Et Kevin Keegan était aussi un très bon coach aussi à Newcastle, son équipe de Newcastle, l'équipe de Newcastle là où il n'y avait pas que Ginola, hein. Il y avait, quand je regarde encore l'effectif, il y avait Asprilla, il y avait Les Ferdinand qui était là. Les Ferdinand était un très très beau joueur des années des années 90 de l'époque, une très belle équipe. Très très belle équipe. Il y avait, je crois qu'il y avait encore qui là, qui était venu là. Il y avait Warren Barton qui était venu aussi. Une très belle équipe, hein. Très 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 belle équipe et tout. Qui a fait une fabuleuse saison en 96 et Ginola s'est révélé en Angleterre là-bas comme pas possible. Et 96, c'est vraiment la saison où Ginola en Angleterre, je crois qu'il est au top de sa forme, il est au top du truc. Et Newcastle est premier en championnat. En Angleterre, ils arrivent à caracoler en tête du championnat cette année-là. Et ce n'est que vers les derniers matchs où ils perdent le titre contre Manchester United, d'un autre Français aussi, qui avait commencé déjà à écrire sa légende aussi outre-Manche, qui s'appelle Eric Cantona, qui sont 2 personnages grands du football en France, mais qui malheureusement ont connu plus leur grandeur à l'étranger. Et David Ginola et Cantona, ces 2 gars-là, c'est ces gars-là qui ont permis à ce que la génération qui vient après puisse venir en Angleterre. S'il y a eu autant de Français dans les années 2000 et 2010, ici, il y a autant de Français maintenant en Angleterre, c'est grâce à Ginola et à Cantona. Leur réussite en Angleterre ont inspiré beaucoup de carrières. Les Anelka qui sont venus, les Thierry lui-même le disait là, c'est grâce à Ginola. Ginola
À Newcastle, il était incroyable et souvent même, je pouvais dire, il était parmi même les meilleurs joueurs du monde à l'époque là. Le niveau qu'il avait à Newcastle et tout était incroyable et malheureusement, avec la sélection, c'était terminé. Avec la sélection française, il n'arrivait plus justement parce que Jacquet, qui était devenu le nouveau coach, il avait fait comprendre. Et comme je l'ai expliqué, Deschamps avait compris déjà que les individualités fortes comme Ginola et Cantona, faut les écarter. Donc il a fait son lobbying auprès de Jacquet d'écarter ces deux-là pour qu'ils ne participent pas à l'Euro qui se déroulait en Angleterre, alors que eux là-bas en Angleterre ça devenait des monuments. Je trouve un peu que bon, je vois ça les a été possible, mais c'est un peu dommage. Un peu dommage que ces deux grosses individualités n'ont pas eu de rédemption quand même dans leur pays. Je parle de Ginola et Cantona, mais avec le recul maintenant, je pense que Deschamps avait raison parce que la suite l'a donné raison. Ils ont gagné une Coupe du Monde, ils ont gagné un Euro dans le truc. Donc la première saison de Ginola en 96 est fantastique. Après, quelques années après ça, il va signer à Tottenham aussi, qui est un club de milieu de tableau, mais il régale tout le monde là-bas en Angleterre. En Angleterre, c'est-à-dire que quand je regarde les médias anglais avec Ginola, j'ai l'impression qu'on parle d'un autre gars. Il est tellement révéré. Ce mec en 99 était le meilleur joueur et a été nommé meilleur joueur du championnat. En 99, il a été nommé meilleur joueur du championnat, alors que c'est en 99 où l'équipe d'Arsenal et Manchester domine et il y a des joueurs comme York, Cole, Beckham, Scholes, ou en Arsenal il y a des joueurs comme Anelka qui brillait, Dennis Bergkamp, il y a tous ces grands joueurs là, j'en passe pas. Et c'est David Ginola qui enchantait tellement par ses performances qu'il a été nommé meilleur joueur meilleur joueur du championnat anglais là, c'est vraiment la consécration de sa carrière. Et même après, Cruyff continuait à dire que le meilleur joueur du monde à l'époque, pour lui, c'était Ginola et rien d'autre. Il avait toujours cette obsession avec ce joueur-là. Je pense que c'est l'un des plus grands regrets de Cruyff de n'avoir pas utilisé ce joueur-là au Barça. Et je crois aussi que c'est l'un des plus grands regrets aussi de Ginola de n'avoir pas joué au Barça. Je pense que ça aurait une autre dimension encore à sa carrière, mais c'est une légende en Angleterre, mais c'est incroyable. Quand je vois je me vois même encore cette émission à CBS, là. Tu vois, Jamie Carragher à côté de Ginola. Dès que Ginola parle, il écoute, il dit, mais je suis à côté de Ginola. Ginola est révéré en Angleterre. On le met, on respecte la légende. Je me rappelle encore ce truc quand il est venu au stade de Tottenham. Tu vois comment tous les mecs, le stade se lève, le truc, il est une légende du club. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi en France, alors qu'il a fait des gros trucs au PSG, on ne le prend pas comme ça? Ils savent pas respecter la légende sportive. Ils savent pas respecter la légende sportive. Ils ne savent pas. Putain, il faut respecter ces légendes sportives. Vous allez me dire, ah, ce n'est que du sport. Mais le sport, c'est un grand ambassadeur du monde. Quand tu es un sportif, c'est un ambassadeur de ton pays. Quand il brille et tout, c'est ton pays qui brille. Ça fait même de la renommée en ton pays. Le Libéria. On ne connaîtrait jamais le Libéria sans George Weah. Est-ce qu'on connaîtrait l'équipe du Cameroun dans le monde sans son équipe de foot? Je dis pas que forcément c'est le plus vital d'une société, mais il ne faut pas négliger le sport. C'est pas pour rien que vous voyez les politiciens derrière le sport. Quoique quand tu vois Macron derrière l'équipe de France comme ça, il sait. C'est important. Derrière Mbappé, oui, Mbappé, c'est une figure nationale. C'est des ambassadeurs d'un pays. Voilà, la présidente de Croatie, là, quand elle est en finale 2018, elle était derrière avec le maillot, là, en train d'embrasser tous les joueurs. C'est des ambassadeurs d'un pays. C'est des ambassadeurs d'un pays. Quand tu es un ambassadeur d'un pays, il faut respecter cette légende sportive, là. En France, on n'est pas comme ça, on dit, oh, c'est Ginola, le mec qui a perdu en 93, le mec qui nous a fait qu'on ne se qualifie pas en 93. Et si on lui fait des interviews, c'est toujours pour expliquer pourquoi les sportifs gagnent beaucoup d'argent. En Angleterre, on ne pose jamais ce genre de questions. Aux États-Unis, on ne te pose pas ces questions sur l'argent.
Ah, en France, tu gagnes beaucoup d'argent, c'est bon, c'est pas bon. Ah, non, 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 et c'est sûrement un voleur. Les sportifs gagnent trop d'argent. Quand je vois les interviews de Ginola en France, c'est ça. On lui parle de 93 et on lui parle de un dossier sur pourquoi les joueurs de foot gagnent beaucoup, les sportifs gagnent beaucoup d'argent. Bah, c'est ça le pays. Il mérite pas certaines légendes. Maintenant, c'est vrai, Ginola aussi a ses parts. Ça parle de responsabilité parce que, comme je l'ai dit, il était un peu un individualiste, il avait un peu un côté truc et aussi il avait de la bouche, il parlait, il avait une grande gueule, il ne la fermait pas. Je pense que ça a beaucoup joué aussi sur l'antipathie sur le personnage, mais c'est un personnage que j'avais envie de faire un mini sujet un peu sur lui pour une légende française. C'est une légende du football de ce pays, on n'en parle pas assez. Quand je me souviens un peu du joueur et tout, parce que je regardais une interview en France là, je sais plus c'était dans quelle émission, je sais plus si c'était avec Léa Salamé, je sais pas. Et je regardais, j'ai dit, mais elle parle à Ginola. C'est-à-dire, le gars là l'évoque rien. Quand je voyais le truc alors à CBS en Angleterre, comment il est parlé, comment il est révéré, comment il a adoubé. Je crois qu'il y a une schizophrénie. Il dit, mais en Angleterre, moi, quand je viens, je suis le roi là-bas. Ici, en France, je ne suis que Ginola, soi-disant. Une sorte de joueur has-been. Alors que non, en Angleterre, c'est une légende France. C'est une légende là-bas. Donc, c'est un peu cette interview-là qui m'a évoqué de faire un peu un sujet sur pour moi, un grand personnage du foot français. Un très grand personnage aussi du foot anglais. Quelqu'un qui a été un pionnier avec Cantona pour une génération de joueurs qui ont réussi en Angleterre après lui parce qu'il a ouvert la voie aux joueurs français qu'on pouvait réussir en Angleterre et tout. Et tous les joueurs qui ont réussi en Angleterre, c'était ça. Quand Anelka, en 99, avait reçu son prix aussi. Je crois qu'il avait reçu un prix de meilleur jeune à l'époque et tout. Il avait soufflé, un mot à Ginola en disant tu as une inspiration justement par rapport à comment lui il a inspiré aussi de venir en Angleterre. Henri il en parle aussi tout le temps. Donc on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup aussi apporté au football français à sa manière. Justement par cet état de fait parce que beaucoup de joueurs français qui ont connu du succès en Angleterre, c'est grâce à lui et grâce à Cantona. Et il faut pas l'oublier. Et il faut pas l'oublier et il faut le rappeler. C'est comme ça qu'on honore des légendes d'un sport. Pas seulement en rappelant seulement ce qu'ils ont raté, mais en rappelant aussi ce qu'ils ont bien fait. Et je pense que c'est une culture qu'on doit amener en France et c'est une culture qu'on doit amener aussi dans notre continent africain, francophone surtout, qui a l'habitude toujours de regarder le côté négatif de certaines personnalités. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.